Bonjour à tous, nous sommes le 18 avril 2023 et vous souhaitons la bienvenue sur ce nouveau direct des revues citoyennes. Alors, comme à l'accoutumée, je suis en compagnie d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Et nous recevons comme invité aujourd'hui, ce soir, Valérie Bougot. Bonjour Valérie. Bonjour David, bonjour Elisabeth. Bonjour Valérie. Alors Valérie qui a accepté pour Revue Citoyenne, sur notre interview du 18 mars dernier, de se prêter au jeu des questions-réponses avec nos auditeurs. Alors, vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos questions via nos différents canaux. Questions que nous allons poser à Valérie ce soir, étant précisé que vous pourrez bien évidemment rebondir sur les questions posées. Alors, durant cette émission, nous commencerons par poser les questions transmises en amont par les auditeurs. Et dans un second temps, nous vous laisserons prendre la parole pour poser directement vos questions à Valérie Bugot, si vous le désirez. Alors, nous allons donc commencer à entrer dans le vif du sujet et commencer par la première question. Question de Catherine, qui nous a donc posé une question qui est composée de 3 sous-questions en quelque sorte. Alors, Catherine, vous nous dites, lors d'un passage sur TikTok, vous dites qu'il n'y a plus d'État français au sens juridique depuis le 16 mars 2020. C'est la date de début du premier confinement où Emmanuel Macron a déclaré « Nous sommes en guerre ». En quoi cet événement signale-t-il la fin du fonctionnement de l'État français, Valérie? Alors, déjà, je voulais signaler que je n'utilise pas moi-même TikTok, donc c'est quelqu'un qui a relayé une émission que j'ai faite sur TikTok. Bon, ça n'a aucune incidence particulière parce que effectivement, j'ai bien dit tout ça. Donc, pourquoi? Parce que on n'a jamais vu d'état d'urgence sanitaire. On était tout à fait en dehors de tous les concepts constitutionnels connus. Ni d'urgence sanitaire, ni de conseil de défense sanitaire. En réalité, les institutions françaises ont été mises entre parenthèses, de façon à faire passer tout un tas de lois qui du reste perdurent encore d'une certaine façon, puisque d'abord toutes les conséquences en termes de traumatisme et de stress des Français sont pérennes, et puis n'oubliez pas que les gens qui ont été injectés sous forte pression publique subissent pour certains de très graves dommages actuellement, et les soignants qui ont été suspendus ne sont toujours pas réintégrés. D'ailleurs, je signale au passage qu'on est un des seuls pays au monde à être dans cette situation, peut-être même le seul pays au monde, ce qui est un scandale absolument incroyable, alors que par ailleurs les hôpitaux manquent de personnel. Donc ça, c'est un fait. Donc à partir du moment où la guerre a été déclarée, je vous signale quand même qu'un président qui intervient sur les ondes pour expliquer que nous sommes en guerre sans dire contre qui, on n'a jamais vu des individus en guerre, enfin un État en guerre contre un virus. Enfin, c'est quelque chose de dément. Quelque part, on a une dystopie. Ça a instauré une certaine dystopie qui ne permet plus de rentrer dans le cadre institutionnel et même juridique traditionnel, puisque on voit que toutes les libertés fondamentales ont été largement bafouées, que le concept même de force de l'ordre a été modifié. Donc effectivement, là, c'est pas exactement dû au virus, mais c'est quand même dû au fait que les gens se manifestent leur désaccord avec la politique suivie, et que tout s'est enchaîné très vite, de sorte que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 1970 ou 1980. Alors, Catherine nous précise aussi, est-ce à dire que la validité des lois, décrets, ordonnances, décisions de justice, jugements, contrats passant entre les entreprises, signature des traités, sont de facto invalides, mettant nos vies dans une insécurité juridique, économique et financière sans précédent? Tout à fait. En réalité, techniquement, toutes ces règles sont invalides car édictées par quelque chose qui juridiquement n'existe pas. C'est-à-dire que les institutions officielles de la France, autant pour les Français que pour les États étrangers,
ne sont pas en activité, ne sont pas effectives, ne sont pas respectées. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un non-État, dans un état de vide juridique, dans un État qui est un abus de droit public international. J'insiste beaucoup sur ce phénomène parce que effectivement, il y a toujours des conditions restrictives à l'abus de droit, mais en l'occurrence, rien ne peut mieux déterminer et en tout cas définir la situation de l'État que l'abus de droit public international. Donc nous sommes dans une situation de vide juridique. Alors effectivement, les forces de l'ordre sont quand même au service de ce qui tient le pouvoir exécutif. Mais vous savez, enfin en tout cas si vous avez suivi mes travaux, vous savez que le pouvoir exécutif n'est pas celui qui prend réellement les décisions, puisque nous sommes dans une situation qui n'est pas un État politique, mais un État économique. C'est-à-dire que les instances économiques cachées prennent les décisions réelles qui sont relayées par des pantins politiques qui sont chargés de faire endosser vis-à-vis du public, d'endosser vis-à-vis du public une responsabilité que de facto ils n'ont pas. Ce qui explique du reste leur immunité juridique parce que il n'y aurait aucun candidat pour les postes qui serait intéressé à endosser une responsabilité pour des décisions qu'ils ne prennent pas personnellement. Donc en fait, tout est bien corrélé. Troisième question donc de Catherine. Si tous ces actes juridiques sont invalides, comment retrouver la plénitude de nos droits et l'invalidation des décisions prises sous l'empire du vide juridique engendré par la disparition de l'État français? Ben ça, c'est toute la question, dans la mesure où toutes les institutions sont inféodées à ce cirque, hein, à ce vide juridique. Les concepts ne sont plus en vigueur. Donc, c'est très difficile comme sujet parce que les instances auxquelles on aurait pu penser ne sont pas favorables à appliquer le vrai droit et à appliquer les vraies règles de droit. On l'a bien vu pendant toute le cirque covidique, les très nombreux recours en justice qui ont été faits par des avocats courageux, j'insiste, beaucoup des femmes d'ailleurs, mais aussi des hommes, il faut leur rendre hommage, n'ont pas été suivis des faits. C'est-à-dire que ce soit aussi bien en droit administratif que sur les recours constitutionnels, que en droit privé ou en matière pénale, aucun recours n'a réellement abouti à quelque chose de satisfaisant, ou alors sur des sujets infimes ou très mineurs. Donc, on se rend bien compte que l'État n'existe plus, même n'a pas la légitimité publique, politique, étant donné que les intérêts de la population ne sont absolument pas représentés. Donc, techniquement, conceptuellement, nous sommes dans un vide juridique en termes de droit public international, mais concrètement, pour le faire appliquer, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le rapport de force politique, et là, nous retrouvons des véritables concepts politiques. C'est-à-dire que la politique, c'est du rapport de force. C'est la capacité à faire entendre sa voix à un moment donné ou sur des situations générales. En l'occurrence, concernant l'État, c'est surtout des situations générales. Donc, à partir du moment où la population doit acter qu'elle n'est plus du tout représentée et que les institutions sont totalement indépendantes, ont pris leur indépendance vis-à-vis des intérêts de la population, là, la solution, c'est une solution publique qui ne relève pas de concepts juridiques ni de concepts théoriques. Et là, on arrive dans des sujets qui ne sont pas mes sujets. Merci. La prochaine question vient de Christine qui demande ce que vous pensez de la monnaie libre, la June, qui est donc la première monnaie libre conçue sur une blockchain écologique. Elle demande si cette monnaie, elle est durable ou si vous pensez, Madame Bugeaud, qu'elle serait censurée dès qu'elle sera jugée dangereuse. Alors, je ne connais pas précisément l'actuel statut juridique de la June. Toutefois, si cette monnaie est tolérée par les pouvoirs publics, en tout cas dit public, elle doit avoir le statut d'une monnaie locale, puisque ce sont les seules monnaies autorisées
à côté de la monnaie officielle. Donc le problème de ces monnaies locales, c'est qu'elles sont adossées, c'est-à-dire convertibles en euros. Or, précisément, l'euro est une monnaie accaparée par les intérêts financiers privés, ce qui la rend inefficace, ce qui rend cette monnaie inefficace à remplir le rôle politique d'une monnaie. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, une telle monnaie ne répond pas non plus précisément à la définition d'une monnaie, en ce que cette dernière est à la fois un instrument de mesure de la valeur, un instrument d'échange et un reflet de la valeur de la société politique qui l'utilise. J'insiste bien, il ne s'agit pas d'un bien circulant sur un marché. La monnaie, c'est un concept politique. En l'occurrence, la June ne me semble pas, pour le moment du moins, répondre précisément à ces trois critères. Enfin, une monnaie saine doit pouvoir circuler sous deux modalités différentes, matérielle d'une part et dématérialisée d'autre part, ce qui évite bon nombre de problèmes concernant la circulation matérielle et concernant la circulation exclusivement dématérialisée. En conclusion, j'estime que ce type de monnaie est sans doute actuellement très utile, mais qu'elle ne peut répondre qu'imparfaitement aux besoins d'un groupe de la taille d'un État politique. Taille qui permet une certaine autosuffisance et autonomie politique décisionnelle, et c'est la raison pour laquelle je suis attachée personnellement aux frontières de l'État. La détermination d'une monnaie est indissociable de l'organisation politique du groupe auquel elle s'applique, en l'occurrence l'État. On pourrait donc dire qu'une monnaie fait corps avec le corps social qu'elle est chargée d'alimenter, d'où mon projet monétaire Révolu Droit. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Tout à fait. Merci Valérie pour cette réponse. Alors maintenant, c'est Étienne qui nous pose donc trois questions. Donc la première, quel est le statut des banques centrales russes et chinoises? Sont-elles étatiques ou privées? La deuxième, quelle est la relation des banques centrales russes et chinoises avec la BRI? Et la troisième, quelle est la relation entre la Chine et Davos? Alors, à ma connaissance, ces deux banques centrales répondraient plutôt à notre définition, enfin la définition que nous avons en France de banque publique, mais avec certains aménagements, et en particulier le fait que, notamment la Banque centrale russe, dispose d'une autonomie décisionnelle par rapport aux organes de l'État russe, même si celle-ci doit quand même rendre des comptes devant la Douma. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas surinvestir la distinction public-privé dans la mesure où la plupart des États sont devenus, sur le modèle de l'Empire britannique, des organismes frelatés au service d'intérêts privés. Ainsi, par exemple, le statut de la Banque de France, qui est une banque publique, ne l'empêche pas d'être mise au service des intérêts privés qui tiennent l'État. Donc ça, c'est la première partie de réponse. À ma connaissance, les banques centrales de Russie et de Chine sont toujours membres de la BRI, c'est-à-dire de la Banque des règlements internationaux. Toutefois, dans la mesure où, depuis la guerre en Ukraine, la totalité des banques russes ont été déconnectées du système SWIFT et qu'au surplus, la Chine est très impliquée au niveau mondial dans le processus de dédollarisation des échanges internationaux, le rôle de ces deux banques centrales a nécessairement évolué au sein de la BRI, sinon de jure, au moins de facto. Concernant Davos, la Chine y est effectivement présente et représentée, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où Davos s'est de longue date imposé au reste du monde comme interlocuteur pour les questions internationales de commerce et de régulation. Cette présence de la Chine à Davos peut signifier différentes choses. Soit cela signifie que la Chine joue le jeu occidental ou centré de Davos, soit cela signifie qu'elle joue le jeu d'infiltré ayant pour objet d'en contourner les règles ou d'en prendre le contrôle. Je ne saurais affirmer de façon certaine le rôle effectif de la Chine à Davos. La logique des événements géopolitiques actuels m'invite à privilégier la seconde hypothèse, mais je n'ai aucune certitude sur la matière. Il se pourrait aussi que dans le cadre de relations internationales, les États continuent à entretenir des liens sans pour autant que cela signifie une adhésion totale à tous les travaux qui se mènent à Davos. Merci Valérie. Alors, on va passer à la question de Françoise. Alors, elle demande dans un premier temps, pouvez-vous exposer ce qu'est précisément la fraude au nom, la fraude du nom légal, l'origine, les objectifs et les conséquences pour chaque individu? Ensuite, elle demande, éventuellement, est-il possible de sortir de ce système? Comment et auprès de quelle instance?
Alors, effectivement, ça me donne l'occasion de revenir sur les origines de ce débat qui souvent a eu le don de m'exaspérer. Alors, la fraude du non légal part du principe erroné que l'état civil est une fiducie ayant pour objet et pour effet de transformer les personnes qui y sont inscrites en propriété de la fiducie. Cette opération, il s'agit d'une opération de réification donc de la personne humaine. Cette analyse, sans aucun doute valable sous le régime économico-politique de l'amirauté, c'est-à-dire du droit anglo-saxon d'origine britannique, est en revanche tout à fait erronée en droit continental. En droit continental traditionnellement en vigueur sur le continent européen et en particulier en France, on ne peut pas considérer que l'état civil comme une fiducie. L'état civil est l'héritier laïque des registres paroissiaux du Moyen Âge. C'est une forme d'organisation de l'État qui n'a aucun statut de droit privé. L'état civil est une partie du concept de l'État, de la globalité de l'État, organe de droit public international. J'ajoute qu'en France, l'état civil est évidemment très antérieur à l'acceptation dans notre droit de la fiducie qui ne date que de 2007. Étant précisé que justement, l'intégration en droit français de la fiducie est une pierre fondamentale dans la destruction de notre droit traditionnel, afin de remplacer celui-ci par le tout commercial issu du droit de l'amirauté. Historiquement, l'état civil a permis le développement de groupes, c'est-à-dire de groupes d'États, en actant les arrivées et les départs de ses membres. Ainsi conçu, l'état civil correspond à la validation par le groupe, c'est-à-dire par l'État, des personnes qui la composent, octroyant dès lors un statut sous la forme d'une personnalité juridique à chacun de ses membres. Cette personnalité juridique, loin de transformer la personne en objet dans le commerce, a tout au contraire pour objectif et pour effet de la protéger. Son intégrité physique, son intégrité morale, son libre arbitre, sur le modèle du droit naturel développé au cours du Moyen Âge, tout en la responsabilisant. La personnalité juridique correspond au fait d'acter publiquement que toute personne dispose à la fois de droits et de devoirs, non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais également vis-à-vis de son groupe politique d'appartenance. Donc la personnalité juridique n'a pas pour effet de réifier la personne, mais au contraire de l'intégrer au groupe en lui donnant des droits et des devoirs. David, je te laisse poser la question de Jocelyne. Alors, passons à la question de Jocelyne, qui nous parle, elle, de Révolu Droit, donc votre projet de réforme un peu des institutions françaises. Alors, Jocelyne nous dit, pour revenir à Révolu Droit, vous nous dites que les groupements d'intérêt vont remplacer la Constitution. Comment? Alors, elle pose aussi comme question, je vais poser 2-3 questions qu'elle nous pose. La sécurité sociale n'existerait plus. Comment nos soins seraient pris en charge? Toujours dans le cadre de Révolu Droit, j'ai lu que le président de la République serait élu pour 15 ans, n'est-ce pas un peu long? Et elle finit par, j'ai lu également qu'il y aurait 4 monnaies. Comment paierons-nous avec ces 4 monnaies? Alors, Révolu Droit, il faut bien comprendre, relève d'un complet changement de paradigme, dans lequel la réorganisation de la société politique, qu'est l'État, s'accompagne d'un changement radical du concept de droit afin de revenir à un droit commun de nature civile, soumis au principe du droit naturel. Dans ce cadre nouveau, l'opposition entre salariés et patrons disparaît, chaque personne active disposant d'un nouveau statut, soit d'apporteur de capitaux, soit d'apporteur de travail. L'actuelle sécurité sociale ultra centralisée disparaît pour laisser la place à une protection sociale entièrement organisée et autogérée par les groupements d'intérêt sous la supervision et l'éventuelle intervention des grands groupements d'intérêt, pour le cas où la dite protection sociale serait organisée en commun par plusieurs groupements d'intérêt. À strictement parler, les groupements d'intérêt ne remplacent pas l'actuelle Constitution. Ils remplacent tous les corps constitués que sont le Parlement, les ordres professionnels et tous les intermédiaires, corps de l'État ou entreprises, ayant un statut public ou travaillant sur le modèle du partenariat public-privé. Chaque groupement d'intérêt organise et gère son propre règlement intérieur, lequel s'apparente à une constitution. Tous les groupements d'intérêt, les grands groupements d'intérêt et les fonctions gouvernementales sont nouvellement soumises au respect de la Charte des valeurs intangibles de la France, laquelle dispose, avec les règles de droit naturel, du plus haut statut juridique étatique. Leur manquement, sévèrement sanctionné par les juridictions d'État, relève plus ou moins directement du crime d'atteinte à la sûreté de l'État. Sur le principe, le projet monétaire de Révolu Droit ne comporte pas 4 monnaies différentes, mais une monnaie unique, composite, le franc.
Ces composantes sont effectivement au nombre de 4, le COM, le civique, le SPI et le GOUM. Ces différentes composantes correspondent à un pourcentage de la monnaie nationale, le franc. Ce pourcentage est fluctuant en fonction de l'évolution de leur proportion dans l'économie monétaire générale. Je ne rentre pas plus dans les détails car ces derniers dépendront de la mise en œuvre de Revoludroit au moment où ce projet pourra effectivement s'appliquer sur le territoire. Quant à la durée, de l'élection du président de la République, 15 ans est nécessaire. Pourquoi? Parce que si vous voulez rendre un responsable public responsable justement de ses décisions, il faut qu'elles puissent avoir produit leur effet. Or, au niveau politique et en particulier pour la définition du gouvernement, de ce que sont les nouvelles fonctions du gouvernement et du chef de l'État, les décisions qui sont prises sont des décisions qui ont lieu sur du long terme. Et donc, pour vérifier si la décision a été bonne ou pas et en tenir responsable son auteur, il faut tout à fait définitivement que l'auteur soit encore en état de répondre de ses actes. Et d'autre part, sur un autre plan, non pas uniquement sur celui de la responsabilité, mais sur celui de l'efficacité, on ne peut pas, il n'y a pas de pouvoir qui n'ait pas le temps suffisant pour se manifester. Aujourd'hui, la durée très rapide des mandats électoraux vient du fait que ces gens-là ne sont pas réellement les détenteurs du pouvoir. Alors, Jocelyne a également souhaité vous poser une question auquel vous souhaitez réagir. Souhaiteriez-vous vous présenter à la présidence de ce nouvel État s'il voyait le jour? Alors, je tiens à ajouter que Jocelyne a posé cette question, mais justement, Valérie Lugo, juste en face de moi, a fait une clarification à ce sujet sur Revoludroit. Donc, c'est l'occasion de faire cette clarification ce soir devant nos auditeurs. Oui. Alors, effectivement, j'ai clarifié ça sur mon site internet parce que je suis relativement... il m'arrive d'être sollicitée pour soit adhérer à un parti ou à un mouvement ou éventuellement même à prendre la direction de parti ou de mouvement. Alors, je vais vous expliquer clairement ma position. Il faut que chacun mesure bien l'endroit d'où collectivement nous partons et celui où il convient d'arriver. Nous partons d'un système absolument esclavagiste dans lequel le pouvoir, facialement détenu par des acteurs irresponsables car non réellement décisionnaires, n'a pas de réalité politique. Nous devons collectivement aller vers un pouvoir politique incarné par des personnalités choisies par le groupe pour faire respecter l'intégrité des individus qui le composent et la souveraineté du groupe organisé en État politique. Durant la marche nécessairement longue sur ce chemin que nous devons emprunter collectivement, il n'y a de la place que pour le travail et le don. Il n'y a pas de place pour les visées de pouvoir personnel. J'invite tous les Français à oublier de rechercher honneur et hubris, en particulier l'hubris du pouvoir actuel factice, pour se concentrer sur le travail que nous devons tous accomplir en toute humilité. La mission que je remplis, ou du moins que je tente de remplir, est de guider la France vers un renouveau politique dans lequel il existera un avenir pour les générations futures. Dans ce contexte, vous comprendrez que la participation à un parti politique ou à la direction d'un parti politique ne sont évidemment pas dans mes objectifs. Merci Valérie pour cette réponse. Donc Jocelyne, elle pose également cette question. Est-ce que selon vous, il faut sortir de l'OTAN, de l'ONU et de l'Union européenne? Bien entendu qu'il faut sortir de toutes ces organisations qui sont des organismes faussement publics, en réalité des émanations de l'hégémonie et de l'arbitraire capitalistique tel qu'il a résulté de la Compagnie des Indes britanniques. C'est une condition sine qua non, mais qui ne sera pas suffisante pour retrouver notre autonomie politique, notre autonomie et notre souveraineté politique. Entendu. Question de Paulette qui nous parle également de Revoludroit. Hein. Donc, je vais vous poser les 3-4 questions qu'elle nous pose. Dans le projet Revoludroit, donc, il n'y aurait plus de salaire et donc plus de salariés. Comment serions-nous alors payés et quel serait notre statut? Elle nous dit également qu'aujourd'hui, les salariés sont protégés par des conventions collectives. Qu'en serait-il s'il n'y avait plus de salariat? Est-ce que la justice serait indépendante contrairement à aujourd'hui? Et pour finir, aurions-nous toujours des syndicats pour nous défendre?
Alors, Révolu droit n'est pas une simple réforme institutionnelle, il s'agit de mettre en œuvre un changement de paradigme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce changement de paradigme passe par une profonde réforme du droit afin de retrouver un droit civil commun qui respecte les règles intangibles du droit naturel. Il s'agit de supprimer tous les droits d'exception pour réhabiliter le vrai droit qui gère les conflits en cherchant la vérité, la justice et la responsabilité de chaque intervenant. Dans Révolu droit, la distinction salarié-patron disparaît pour laisser la place à apporteurs de capitaux ou apporteurs de travail. Ainsi, tous les syndicats disparaissent, au même titre que les conventions collectives. Les relations professionnelles sont gérées, y compris les conflits, par chaque groupement d'intérêts, ce qui correspond au modèle des corporations d'Ancien Régime. Ainsi, les groupements d'intérêts sont en charge des réglementations professionnelles des différentes activités, pendant que le droit rénové s'occupe de rétablir la justice des règles applicables et de l'intégrité du personnel en charge de l'État. Chaque individu sera à nouveau responsable de ses actes à titre personnel d'une part, et dans la chaîne de responsabilité de ses éventuelles actions publiques d'autre part. Le droit rénové rend impossible l'actuelle irresponsabilité des décideurs publics par la suppression de l'anonymat et de l'irresponsabilité catégorielle. On va passer à la question de Sarah. Donc Sarah, je vais vous lire ce qu'elle nous a fait parvenir par mail. Chère Valérie, bonjour. Je vous écoute régulièrement. Je vis en Israël depuis 30 ans. Ici, les circonvolutions politiques peuvent malheureusement très vite faire de nombreuses victimes, et ce depuis notre création en tant qu'État. Or, comme vous le savez, sûrement, nous sommes aussi gangrénés de l'intérieur par une force n'ayant d'autres objectifs que d'affaiblir le pouvoir du peuple. De plus, nous avons créé notre État, sur le droit préexistant, à savoir le droit anglais. Ô combien problématique. Les mouvements tectoniques de la politique mondiale ne sont rassurants pour personne. Voici donc ma question. La méthode Révolu droit est une vraie solution pour poser la base d'un nouveau paradigme. Cependant, le temps ne joue pas en notre faveur, et en attendant que les peuples se réveillent, d'autres forces avancent leurs pions. Or, la meilleure manière de gagner quand deux camps s'opposent est de soutenir l'un et l'autre, avoir des intérêts dans les deux camps. C'est ce que fait implacablement l'œil de la haute finance au-dessus de la pyramide. Alors elle pose comme question: la coercition représentant leur solution ultime, pensez-vous que même si nous échappons au pouvoir mondialiste, souhaitant nous remodeler en individus apatrides, asexués, athées, incultes et j'en passe, nous basculerons de toute manière sous un pouvoir patriote, patriarcal, religieux ou pas, qui sera aussi autoritaire que le précédent, en l'occurrence prôné par les BRICS. Ensuite, elle demande: de combien de temps disposons-nous à votre sens avant que le pire se cristallise? Alors, concernant la question de l'agenda, il semble que tout soit actuellement en rapide accélération. Le pire pourrait très bien être acté d'ici la fin de l'année 2023, dans les prochains mois, c'est-à-dire. Étant précisé que le pire s'entend de l'établissement d'un totalitarisme numérique décérébrant et déshumanisant. Ce grand malheur pourrait en outre s'accompagner de très grands troubles civils et d'une guerre militaire internationale. Ces événements n'épargneront aucun pays, même si tous ne seront évidemment pas touchés avec la même intensité. Concernant le changement de société, je ne prétends pas avoir la réponse à cette question difficile. Le projet Révolu droit s'analyse dans une méthodologie de reprise de pouvoir par les populations flouées par l'hégémonie des grands argentiers de ce monde, lesquels règnent par la terreur, la corruption et les malversations. Dans ce contexte, Révolu droit n'est pas une réponse figée. Sa mise en œuvre supportera autant de différences qu'il existe de différences de nature entre les peuples et entre les sites géographiques sur lesquels les peuples se sont historiquement développés. Autrement dit, l'application de la méthode Révolu droit est porteuse de tous les avenirs possibles, que chaque peuple devra adapter à ses propres particularités.
Les populations sont et resteront toujours les garantes du système dans lequel elles choisissent d'évoluer. Rappelez-vous que pouvoir et responsabilité sont inséparables. Par ailleurs, s'il ne fait aucun doute à mes yeux que dans le contexte politique et géopolitique actuel, Révolu droit est la réponse idoine à notre problématique politique générale, je n'irai pas jusqu'à affirmer que Révolu droit sera encore adapté aux nouvelles problématiques qui émergeront de sa mise en œuvre sur un temps long. J'estime qu'il ne faut pas considérer les situations et les choses de façon figée car tout est toujours en perpétuel mouvement. C'est la définition même de la vie. Si par un malheureux hasard, dû par exemple à un manque de vigilance des populations, un groupement d'intérêts, qu'il soit civique, économique ou religieux, ou une idéologie se mettait en position de devenir hégémonique en supprimant les contre-pouvoirs qui font obstacle à sa toute-puissance, il appartiendrait aux membres du groupement d'intérêts concerné, autant qu'à ceux des autres groupements d'intérêts, de mettre un terme à cette prétention hégémonique. L'histoire humaine démontre qu'il ne peut exister de civilisation sans existence de contre-pouvoir à même de garantir la prise en compte sur la longue durée de tous les intérêts en présence. Révolu droit est organisé pour garantir à tous les étages le retour de ces nécessaires contre-pouvoirs. Mais un système, aussi vertueux soit-il, ne peut à lui seul garantir la vigilance des individus qui le composent, pas plus qu'il ne peut garantir que la moralité et la bienveillance de ces derniers ne dérivera pas à un moment ou à un autre. Concernant la position sur le patriarcat ou le matriarcat d'une société, j'estime que ce choix relève de la collectivité et de l'histoire des peuples. Une telle position ne peut être décidée unilatéralement par un ou des intérêts liés, mais doit faire l'objet d'un accord, lequel pourrait prendre la forme d'un référendum. Toutefois, l'essentiel est à mon avis de rester très souple dans la gestion de la collectivité et de ne pas devenir intégriste dans une vision purement patriarcale ou purement matriarcale. Les deux sexes sont en réalité structurellement complémentaires. La société est forte et créative à condition de respecter les deux sexes qui ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. Une société ne peut durablement et convenablement fonctionner que si tous les membres sont respectés et ont une fonction sociale reconnue et effective, ce qui peut être le cas autant dans un patriarcat que dans un matriarcat. Merci beaucoup. On va passer à la question de Marie. Alors Marie, pour commencer, voulait qu'on cite un tweet de Christine Coton, qui est biostatisticienne. Donc citation, la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023 est entachée de nullité au regard du caractère putatif de l'organisation des pouvoirs publics nationaux de la Ve République, depuis le viol de Marianne advenu le 4 février 2008 par la loi constitutionnelle numéro 2803, modifiant le titre 14 de la Constitution. Sa question est donc, qu'en pensez-vous? Si les décisions prises sont entachées de nullité, comment peut-on s'y opposer? Alors, ça relève un peu du premier sujet qu'on a abordé ce soir, c'est-à-dire que effectivement, quand on est dans un vide juridique étatique, dans un état de non-droit, si je puis dire, au niveau de l'organisation qui est l'État, un problème se pose. Alors, j'explique de longue date que l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui est ab initio, organisé par et pour les grands détenteurs de capitaux. Il faut comprendre que les institutions de l'Union européenne sont la version concentrée de nos non-États politiques. Il était en conséquence fatal que la mise en œuvre des institutions fédéralistes européennes, dont le traité de Lisbonne est une sorte d'aboutissement, mette en lumière, c'est-à-dire rende évidente aux yeux de tous, la perversité de nos institutions qui n'ont pour vocation que de servir les intérêts catégoriels des grands argentiers, lesquels ont historiquement développé leur puissance via la City de Londres et le non-droit de l'amirauté britannique. En conclusion, il importe d'expliquer que cette évolution était fatale, entièrement comprise dans notre forme d'organisation politique initiale, fondée sur le parlementarisme dit représentatif, assortie d'une banque centrale indépendante. Cette loi, qui marque une étape importante car publique, n'est pas l'alpha et l'oméga du processus de disparition de l'État politique, commencé bien antérieurement et qui a rebondi récemment avec les dernières lois que nous avons connues suite au cirque covidique, puisque nous avons eu entre-temps l'état d'urgence sanitaire et un conseil de défense sanitaire qui tient lieu de gouvernement. Pour sortir de cette impasse civilisationnelle, il nous faut non seulement sortir de toutes les institutions supranationales, européennes et mondiales, mais aussi et surtout repenser la forme et l'organisation politique de l'État. Nous parlons ici bien d'un changement de paradigme.
Alors Marine précise aussi que suite à un entretien que vous avez accordé à TVL en septembre 2021, vous évoquez le traité de Lisbonne, ratifié par Sarkozy en 2008, qui a fait fi du vote français contre le traité constitutionnel européen de 2005. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que la Constitution a été bafouée. Dès lors, elle a deux questions. S'agissant de trahison, pourquoi Sarkozy n'a pas été mis aux arrêts? Et comment peut-on permettre et justifier que le Conseil constitutionnel soit constitué de gens qui ne sont pas des juristes spécialisés en droit constitutionnel? Alors, Nicolas Sarkozy était à l'époque chef de l'État et je signale que préalablement, la Constitution avait été modifiée pour supprimer toutes les hautes trahisons et elle a été modifiée deux fois, une fois en 93, donc suite au traité, enfin, consécutivement, enfin, au moment où s'est imposé le traité de Maastricht et une deuxième fois au moment du traité de Lisbonne pour exonérer de responsabilité tous les décideurs publics concernant une quelconque trahison ou malversation dans le cadre de leurs fonctions. Donc, on retourne dans le sujet de départ, c'est-à-dire comment, pour une population, faire entendre le droit à partir du moment où celui-ci est bafoué par les instances mêmes qui sont chargées de le mettre en œuvre. Donc, c'est un sujet qui n'est plus un sujet juridique, c'est un sujet qui devient un sujet politique au sens propre du terme, c'est-à-dire un sujet de rapport de force entre des dirigeants qui sont devenus hors sol et des populations qui ne sont plus dans un état d'être régulées. Voilà. Donc le sujet, c'est nous rentrons à nouveau dans des réalités à strictement parler politiques et nous sortons de la gestion administrative dans laquelle nous étions installés confortablement depuis quelques décennies pour à nouveau toucher précisément le sujet du rapport de force. Ok, merci. Merci. Alors, pour continuer, il y a d'autres questions. Donc, il y a la question suivante. Peut-on dire que votre dénonciation du droit maritime anglo-saxon a subi l'influence de la pensée de Carl Schmitt? Alors, effectivement, il y a eu des rebondissements sur Carl Schmitt récemment. Je dois préciser que n'ayant pas lu Carl Schmitt, il m'est impossible de me prononcer sur le fond de ce que cet auteur prônait. Néanmoins, je peux parfaitement rappeler ce que tout le monde peut comprendre, à savoir, premièrement, que ce juriste était formé au droit continental, et deuxièmement, qu'il eut le très mauvais goût d'adhérer au national-socialisme. Ce dernier fait montre l'irréductible incohérence de l'auteur, car le régime nazi, soutenu à bout de bras tout au long de son émergence et de son installation au pouvoir par la haute finance apatride, fut de facto et de jure le fruit politique de l'hégémonie financière anglo-saxonne. Rappelons que cette hégémonie, d'origine anglo-saxonne, est à l'origine du droit de l'amirauté, plus couramment appelé aujourd'hui, plus généralement appelé aujourd'hui, droit anglo-saxon, lequel s'est développé en opposition aux principes traditionnels du droit continental. Cela étant dit, peut-être faudrait-il nuancer la condamnation de cet auteur dans la mesure où il aurait très bien pu être instrumentalisé, ce qui est le cas de la plupart des intellectuels depuis 300 ans, notamment par les héritiers des nazis appelés néoconservateurs, afin de lui faire endosser les méfaits des détenteurs de l'hégémonie financière. Une fois encore, n'ayant pas lu Carl Schmitt, j'émets ici une simple hypothèse sur laquelle les historiens et les philosophes du droit devraient débattre publiquement, argument textuel à l'appui. Alors, une autre question, que pensez-vous des DAO, organisations autonomes décentralisées, basées sur la blockchain pour gérer des communautés, villes ou pays, avec une transparence et une immuabilité des données fictives? Alors effectivement, le DAO, c'est l'acronyme de Decentralized Autonomous Organization, en français Organisation autonome décentralisée, fonctionne grâce à un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance à une communauté. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que l'informatique n'est qu'un moyen, non un objectif. Jamais aucun programme informatique, du moins souhaitons-le, ne remplacera la recherche de la vérité et le règlement pacifique des conflits humains, lesquels sont inhérents à l'organisation d'un groupe humain. Ainsi, avant une quelconque mise en œuvre de programme informatique, il faut penser et organiser la société politique. La transparence ne fait pas tout, et surtout, elle ne règle pas les conflits.
Au pire, peut-elle même les exacerber. Ce n'est pas tant de transparence dont nous avons besoin, qui existe déjà bel et bien pour le commun des mortels, mais de justice et d'intégrité. Deux attributs qui ont totalement déserté les strates décisionnelles des non-États politiques que nous subissons. D'autre part, étant donné la nature de technostructure d'origine anglo-saxonne dont il est question, je me permets de rappeler que le principe Small is beautiful est le bras armé des partisans de l'amirauté pour mieux nous asservir. En effet, plus nous sommes petits en termes de groupe politique, plus nous sommes vulnérables et aisément contrôlables par les forces extérieures. Il ne faut jamais oublier les fondamentaux politiques. Autre question, donc, le capitaine Juvin, qui a répondu le 9 avril à diverses attaques, notamment celle très virulente de Maître Divizio, qui l'accuse d'avoir créé une fausse monnaie, le franc libre, excusez-moi, en lui répondant sur le plan du droit. Si l'État français n'existe plus, comme vous l'affirmez sur votre compte Telegram, la réponse de Maître Divizio est-elle caduque? Alors, ne connaissant pas les critiques que Maître Divizio a formulées à l'encontre du capitaine Juvin Bonnet, je ne peux pas précisément répondre à cette question. J'en profite quand même au passage pour préciser que la création d'une monnaie concurrente à celle de l'État est réprimée par l'article 442.1 du Code monétaire et financier au titre du chapitre 2 intitulé « De la fausse monnaie ». Donc nous sommes bien dans le cadre d'une fausse monnaie. Une monnaie concurrente est régulée par les chapitres relatifs à la fausse monnaie. Ceci étant, je ne rentre pas sur le débat qui a opposé Maître Divizio et le capitaine Juvin Brunet, parce que je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup. Autre question. Alors ça, c'est une question de moi. Je profite de votre présence pour vous la poser, hein. Beaucoup de personnes ont investi dans la crypto-monnaie ces dernières années. À mon sens, premièrement, pour bénéficier d'une forte plus-value au regard de la courbe ascendante des crypto-monnaies, également en pensant investir dans une valeur dite refuge, et également par contestation, en quelque sorte, pour se détourner du système bancaire traditionnel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est sous contrôle et entre dans le même schéma que le système bancaire traditionnel? Alors, il faut comprendre que si les crypto-monnaies ont été favorablement reçues et acceptées par les pouvoirs monétaires en place, ce n'est pas sans raison. À défaut, elles auraient été punies et interdites sur le motif de la fausse monnaie, qu'on a vu au-dessus, historiquement très sévèrement réprimée par les États. Mon hypothèse de toujours est que cette nouvelle technique monétaire a été lancée par les détenteurs du pouvoir dans un objectif de test in vivo, afin, 1, d'habituer les gens à leur utilisation, et 2, peut-être surtout, de pouvoir en améliorer la technique au fur et à mesure de leur utilisation grandeur nature. Évidemment, ce lancement s'est fait à grand renfort médiatique sur le motif de la liberté monétaire, car on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. L'idée est que les banques centrales, conscientes du fait que le système monétaire était devenu obsolète, cherchent de longue date à remplacer ce dernier. Sans surprise, elles ont opté pour la voie technologique qui leur permet de renforcer le contrôle sur les individus, clients captifs, en les soumettant à leurs propres contraintes de fonctionnement sans possibilité d'évitement. Le système numérique sera en réalité un système de monnaie conditionnelle lié à la réalisation par les individus captifs de critères prédéterminés par les fournisseurs de monnaie et de crédit. Cela étant dit, le principal problème ne relève pas de la technique utilisée, mais de l'objectif visé par ceux qui contrôlent de façon monopolistique cette technique, qu'ils veulent nous imposer coûte que coûte. Il n'est pas douteux que des gens bien intentionnés et libres aient souhaité s'emparer de cette technique pour émanciper des peuples. Toutefois, il faut garder à l'esprit que tant que les globalistes hégémoniques disposeront des pouvoirs publics, en particulier de la force publique, aucune émancipation par cette technique monétaire ou par une autre ne sera réellement possible. Ainsi, le véritable problème n'est pas relatif à la technique monétaire utilisée, mais au pouvoir de contrôle de la monnaie, lequel appartient à ceux qui contrôlent la politique et la force publique. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Élise. Et oui, c'est à mon tour. Moi aussi, j'ai une petite question. Alors, donc là, ça concerne un autre sujet. Tout comme Étienne Chouard, vous proposez une reprise en main de la monnaie par les gouvernements, monnaie actuellement abandonnée aux banques privées. Ce dernier, M. Chouard, propose que soit mis en place un référendum d'initiative citoyenne populaire permettant de consulter directement le peuple sur une question, tandis que vous proposez une charte des valeurs intangibles de la France, à savoir un changement
totale de paradigme du système français. Pouvez-vous nous expliquer ce qui dénote entre vos deux projets? Alors, je ne sais pas si des choses dénotent en réalité, mais effectivement, nos deux projets diffèrent. Voilà, diffèrent. Diffèrent plutôt. Oui. J'ai récemment écrit un article sur le rôle de la démocratie directe dans l'organisation institutionnelle de l'État, dans lequel j'explique justement que la démocratie directe est une aide incontournable et essentielle à la décision, mais qu'en revanche, elle ne saurait remplacer une organisation effective des centres de pouvoir. D'une façon générale, la démocratie directe peut être d'une grande aide à la décision politique sur des sujets importants et qui nécessitent une adhésion populaire. Elle ne saurait en revanche suffire à instaurer un État démocratique, car elle ne remplacera jamais la recherche de la vérité et de la justice pour régler les conflits humains, laquelle recherche nécessite l'existence d'une instance supérieure, non directement concernée par les dits conflits, de garantie de sa neutralité dans la recherche de la vérité et de la justice. Dans Révolu droit, la démocratie directe s'intègre parfaitement dans la gestion des groupements d'intérêt. Elle est disponible à tous ses participants en fonction de leur seule volonté. La démocratie directe joue également dans Révolu droit au niveau national par le choix populaire des ministres et du chef d'État, ainsi que par la nécessité de valider par référendum les traités internationaux politiquement significatifs. Seriez-vous partante pour un éventuel débat avec Monsieur Chouard? Oui, pourquoi pas. Je suis pas contre débattre avec Étienne Chouard. Je pense que nous avons pas mal de synergies et que nous pourrions justement mettre en œuvre, cumuler les apports de ses apports à lui avec les miens. On n'est pas en opposition. Enfin, je n'ai jamais eu d'opposition conceptuelle avec Étienne Chouard, donc pourquoi pas. Alors voilà, l'appel est lancé. Monsieur Chouard, vous n'avez plus qu'à contacter Revue Citoyenne pour que nous puissions organiser cela. Alors merci Valérie pour toutes vos précieuses réponses qui, j'espère, éclairciront nos auditeurs. C'est vrai qu'on a abordé plusieurs sujets qui diffèrent. Il est temps de passer aux éventuelles questions que les personnes connectées ici ce soir souhaitent peut-être vous poser ou alors peut-être des précisions sur des choses que vous avez éclaircies, on va dire. Alors, vous avez la parole, n'hésitez pas à faire un petit signe de la main si vous souhaitez. Ah, Marie souhaite parler. Marie, je vous ai libéré le micro, vous pouvez parler si vous voulez. Par contre, il faut bien vous débloquer. D'accord, oui, ça y est, je l'ai débloqué. D'accord, merci. Bonsoir à tous les trois. Madame Bugot, tout à l'heure, il y a une question que j'avais posée par rapport au Conseil constitutionnel et le fait que ce sont des parfaits, pas incapables, enfin, quoique, bon, ce ne sont pas des juristes en tous les cas. Bon, est-ce que c'est acceptable dans une. Alors, oui. Le Conseil constitutionnel, il faut comprendre qu'il n'a jamais été un contre-pouvoir. Il n'est pas été conçu pour ça. Du reste, le général de Gaulle était hostile au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un organe politique de par la nomination de ses membres. Donc, un organe politique qui est censé être là pour défendre la position politique. Donc, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous instaurez un Conseil constitutionnel, vous supprimez la souveraineté du parlementarisme représentatif, c'est-à-dire de la voix du peuple prétendument représentée par ses représentants politiques que sont les parlementaires. Donc, déjà, l'existence du Conseil constitutionnel est une négation de la souveraineté parlementaire. Et deuxièmement, j'ai déjà expliqué ce que je pensais de cette prétendue souveraineté parlementaire. Donc, déjà, la souveraineté parlementaire ne respecte pas, donc ni les uns ni les autres ne sont en fait des organes démocratiques. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Même si donc les décisions sont prises à coup de 49.3, les parlementaires. Oui, alors ça c'est dans l'organisation. Oui, alors le 49.3 est constitutionnellement organisé. Il est organisé pour être quelque chose de relativement exceptionnel. Et nous avons récemment assisté, en particulier concernant la loi sur les retraites, à un abus de droit, un détournement
du 49 de procédure, parce que la loi a été incluse dans une loi de financement, dans une loi de finances rectificative, de façon à pouvoir utiliser plusieurs fois le 49.3. Donc en fait, je veux dire que nous avons affaire à un système qui n'est pas foncièrement démocratique, qui organise des règles pour lui rendre service. Quand ces règles ne lui conviennent pas, il les bafoue et il les change, voire il les change. Donc, vous vous rendez compte que dans ce contexte, on retourne à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on sort du juridique pour entrer dans le rapport de force politique. Mais maintenant, Oui, ça mais se enfin, voit. Alors qu'avant, le caractère apolitique et non démocratique était un peu noyé dans un ensemble de faux semblants qui pouvaient encore faire illusion. d'accord, mais quand vous parlez, j'ai bien entendu à plusieurs reprises, vous avez bien dit rapport de force politique. Or nous, pauvres citoyens lambda, on est paumés face à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire Ah bah, concrètement? moi je préconise une réorganisation complète à l'initiative des citoyens, évidemment. Alors la plupart des gens me répondent sans rapport de force avec des armes ou des muscles, il ne se passera rien. Je ne sais pas, moi je ne suis pas, je n'agis pas sur ce plan-là parce que ce n'est pas mes compétences. Moi je fais ce que je peux, j'apporte à la collectivité ce que je peux lui apporter. Maintenant le reste ça ne dépend pas de moi et ça dépend d'une prise de conscience générale. Donc à partir du moment où tout le monde aura compris la falsification, l'énorme fumisterie institutionnelle dans laquelle nous vivons, peut-être que les choses bougeront, parce que personne ne peut rien contre une majorité des gens. La problématique aujourd'hui relève du fait que nous sommes trop peu nombreux à avoir une conscience nette et claire des enjeux et de la réalité des rapports de force. Alors d'accord, mais de toute façon, à partir du moment où un homme politique peut faire à peu près tout ce qu'il a envie de faire, je parle de Sarkozy en l'occurrence, Nous ne sommes pas en puisqu'il démocratie. voilà, enfin, Voilà, c'est la il seule s'est conclusion à en protégé. tirer. Il s'est protégé, il a dit: «Bon ben, effectivement, pas de haute trahison pas de haute trahison, ça n'existe plus» et cetera. On a voté en 2005, je me souviens très bien quand on a voté en 2005, on a dit non à 54 Absolument. comme les Pays-Bas d'ailleurs Oui, exactement. et en 2008, ça l'a pas dérangé, de Bah, passer en outre, 2008, on a eu le traité de Lisbonne qui était voilà. la copie quasiment intégrale de la Constitution européenne que nous avions, à laquelle nous avions renoncé. Oui, mais Voilà, ça, donc c'est la démonstration par l'exemple de ce que j'explique. Du fait que le Parlement n'est pas là pour représenter la volonté populaire, mais est là pour représenter la volonté de ceux qui tiennent les partis politiques, qui sont en dernier recours ceux qui les financent. Donc là, ce que j'explique depuis longtemps devient évident normalement si on observe les faits. Mais simplement, il faut encore avoir le courage d'en tirer des conclusions qui sont que nous n'avons jamais vécu en démocratie. C'est aussi simple que ça. Le parlementarisme représentatif est l'antithèse de la démocratie. Donc à partir du moment où on vous fait croire que vous êtes en démocratie alors que ce n'est pas vrai, on peut vous faire avaler n'importe quoi. Et c'est ce qui est en train de se produire. oui, mais ils peuvent, eux, faire n'importe quoi, donc nous, quelle est notre solution? On peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on nous tombe Ah dessus. non, parce que Voilà, plus eux sont libérés, moins nous le sommes. Nous voilà. sommes enchaînés, diamétralement opposés, avec le niveau de liberté que s'accorde. Oui, effectivement. Mais je vous dis, là, nous allons rentrer dans une période dans laquelle la politique va reprendre tout son sens, tout son sens dialectique et tout son sens réel qui fait que nous retournerons dans une relation de rapport de force. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas encore très clair dans mon esprit que la façon dont ça peut se passer, mais bon. En tout cas, je vous Ah bah, remercie. il est clair que le Oui, rapport de force, en général, ça se passe avec un peu de quelques difficultés. Enfin, ça ne se résout jamais dans la ouate, c'est sûr. oui, 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 mais Mais alors que maintenant, c'est un état de fait et je ne suis incapable de dire. En fait, la façon dont ça se déroulera dépendra de la prise de conscience et du niveau de conscience, de l'importance du niveau de conscience des populations.
D'accord, mais sachant que maintenant on a donc connaissance qu'il y a une armée, européenne, enfin même si on dit qu'elle n'est pas européenne, la fameuse, je sais plus comment, Jantacor L'Androgène point Corps. d voilà, quelque chose comme ça. C'est pas l'armée, c'est la gendarmerie. Donc là, il y a quand même pas mal de gars Il y a sur, aussi une police européenne, enfin tout est mais bien sûr, mais vous savez, un État, enfin un corps tel que ce corps économique qui nous dirige va se défendre jusqu'au bout. Donc oui, bien ils sûr. iront, jusqu'au bout de l'infamie. Ils ne nous épargneront rien. Ça, c'est une certitude. Plus ils se sentiront vulnérables, plus ils seront agressifs. Ça, Oui, d'ailleurs, ça sauf a qu'on est commencé, bon, vous savez bien sauf que la liquidation, des actifs de l'État et la survie, des Français, va commencer à se poser de façon sérieuse. oui, sauf qu'on est plus nombreux qu'eux, hein, a priori. Enfin, Ah, bah, voilà, ouais. c'est tout le sujet du rapport de force. D'accord, je comprends très bien. OK. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Merci Marie. Marie. Mmh. Actitude.org. Oui, Ah, et Benjamin, voilà. alors On va je vais noter commencer les par noms. actitude.org. Oui, Je vous ouvre le micro. Vous pouvez débloquer le vôtre maintenant si vous souhaitez poser votre question. C'est bon. Ok, parfait. Je voulais rebondir sur cette question de rapport de force. Qu'est-ce que vous préconisez pour engager un rapport de force raisonnable, constructif, dans la période actuelle où on voit beaucoup d'appels à la violence de tous côtés? Et quelle serait votre recommandation pour arriver au but idéalement? Je n'ai pas de recommandation, je ne fais que des constats. J'observe que la voie juridique est obsolète. J'observe que la voie des institutions politiques est obsolète. Restent éventuellement certaines institutions internationales sur lesquelles je n'ai pas grand espoir parce que effectivement, comme sur le modèle de l'OMS, elles sont souvent contrôlées en sous-main par les mêmes que ceux qui œuvrent chez nous. Donc on peut toujours tester et tenter la voie de juridiction internationale. Je dirais que c'est pour moi la dernière illusion à faire tomber, qu'il faut tenter. Et puis après, ça ne relève plus de mes compétences. Enfin, je veux dire, après, c'est soit les peuples se soulèvent, soit ils disparaîtront. C'est aussi simple. Je n'ai rien à préconiser de particulier. Je ne fais qu'un constat. Ok. Non, c'est clair, merci beaucoup. Merci actitude.org. On va passer la parole maintenant à Cassia Du. Alors, du alors ou il y avait du. Benjamin Ah, Carsen qui avait... d'accord, excusez-moi. Alors, on va passer plutôt à Benjamin. Vous pouvez libérer votre micro, Benjamin. Oui, bonsoir. J'avais une petite question qui sortait un petit peu du champ politique. J'aurais voulu avoir l'avis de Madame Bugot concernant l'éventuelle escalade qui est en train d'arriver entre la guerre internationale et la guerre civile. Euh, la question est peut-être un peu bête, mais quel serait le moins difficile pour nous, le moins guerrier et sanguinaire, on va dire? Qu'est-ce qui aurait le moins répercussion si on devait choisir, si on pouvait choisir? Alors malheureusement, mon intime conviction est que nous aurons les deux. Et ça sera la monnaie de décennies et de décennies de lâcheté et de refus du réel. Je pense qu'au point de dégradation où en sont les événements, au point de contrôle absolu du politique par les gens qui sont au pouvoir, euh, je pense qu'il va être très difficile d'éviter et l'un et l'autre. J'ai cassé ma boule de cristal, donc j'ai pas plus d'informations que ça, mais très honnêtement, je pense qu'en étant objectif et réaliste et logique, je ne vois pas comment concrètement nous allons éviter l'un et l'autre. Peut-être que je me trompe, j'espère en tout cas me tromper. C'est bon, Merci, Benjamin. Benjamin? Oui. Cassia, maintenant, je vous autorise à parler. Vous pouvez libérer votre micro. Oui, bonsoir. Donc, en fait, nous, on avait des questions spécifiques très bon droit parce que ça fait quelques mois qu'on se réunit et qu'on étudie le site. Et donc, bon, on s'est interrogé sur le fait que, étant de communes différentes mais limitrophes, est-ce qu'on pouvait quand même éventuellement
On vous entend pas du tout, Cassia, on vous entend pas du tout, hein. On vous entend vraiment de très De loin. très, très loin, quoi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, Ah oui, beaucoup beaucoup mieux. mieux. Voilà, Oui, bon, oui. on a retiré le Bluetooth. Ah. Bon, donc je vous disais qu'effectivement, on se réunit depuis quelques mois pour constituer potentiellement un collectif citoyen, mais on est actuellement sur des communes limitrophes et pas une seule commune. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez vous réunir et puis faire une double. Lorsque vous avez des choses à expliquer à votre maire, au lieu d'aller devant un maire, vous irez devant deux maires. Mais vous porterez le même message et vous aurez la même action publique, vous aurez le même soutien, vous serez le même support pour les gens qui vivent autour de vous. Vous réalisez une forme de contre-pouvoir politique en créant un, un- un collectif citoyen. Vous êtes un élément de vigilance civique, en fait. Donc, D'accord. peu importe que vous soyez sur une ou deux communes, si elles sont limitrophes, si une rue vous sépare, on peut pas dire que les problématiques communales soient différentes d'une rue à l'autre. Donc, Ouais. OK. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Et j'avais donc une deuxième question parce qu'on a quand même des débats concernant la charte des valeurs intangibles et notamment la première phrase, enfin le premier paragraphe sur la personne humaine où il est fait état effectivement du droit inaliénable, quel que soit son statut et ses capacités d'action, et notamment l'embryon humain dès la conception est pourvu d'un statut juridique qui le rend inaliénable et le soustrait par principe à toute expérimentation ainsi qu'à tout acte marchand. Donc, il y a eu débat sur cette phrase par rapport au droit à l'avortement. Et je voulais en fait que soit précisée votre position sur cette question. Alors, je dirais que pour vous répondre très honnêtement, ça dépend pas que de moi, ça c'est vraiment l'ébauche d'un travail sur le droit naturel qui doit être amélioré et complété par des groupes qui sont des groupes habilités avec des sociologues, des psychologues, des médecins. Je dirais que l'avortement ne doit pas être interdit parce que effectivement il y a des cas. De toute façon, quand une maman n'a pas envie d'avoir d'enfant et quand elle a été violée, il est évident que ça ne rend pas service à l'enfant à naître que d'obliger la mère à porter l'enfant jusqu'au dernier jour. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui dans des abus totalement opposés, où l'avortement est permis jusqu'au 9e mois alors que l'enfant est totalement viable. Donc, je dirais que là, on a été trop loin. Il faut évidemment mettre un frein, un coup d'arrêt à ces dérives, puisque quand vous portez atteinte à un embryon de 9 mois, un bébé de 9 mois qui est viable, vous commettez un meurtre comme si comme si l'enfant était né. C'est pas parce qu'il est dans le ventre de sa mère qu'il pourrait très bien être en dehors et vivre. Donc, si vous voulez, la protection de la personne humaine doit être entière ou ne pas être. Ça ne signifie pas que l'avortement serait définitivement interdit. Il faut tenir compte des cas et des drames qui existent dans la vie. Néanmoins, il ne faut pas que ça devienne un acte de confort. Ouais. C'est anti-humanité. Ouais. Merci. C'est comme ça qu'on le comprenait, mais je préférais effectivement pouvoir le faire valider. Voilà. Et je vous Merci remercie beaucoup. pour votre question. Merci, Kadia. Merci beaucoup. Alors, Autour de Coralie, hein, si je... oui, c'est ça. Alors moi j'ai une question, j'ai entendu parler, donc vous savez que Monsieur Poutine est président là, de l'ONU pendant un mois. J'ai entendu, j'ai vu une vidéo, une interview d'un monsieur qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle Liberté, Vérité, et qui a annoncé qu'ils avaient fait une action auprès de l'ONU pour demander à ce que les casques bleus puissent intervenir en France, voilà,
pour observer la violence que l'on subit, et pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que cette action soit possible et une portée? Alors, je ne suis pas au courant des détails, même pas au courant du tout de de cette opération, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Il faudrait connaître le dossier précisément et savoir si toutes les conditions sont réunies, etc. Je ne peux pas vous en dire plus, je regrette. En tout cas, c'est vrai que c'est une opération, si elle a été bien menée, qui pourrait être intéressante, mais je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Ben, moi non plus, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vu ça hier et j'ai pas encore eu le temps d'aller voir cette personne, enfin d'aller creuser un peu ce qui se passe et ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon, Ben, bah, à suivre. voilà. Affaire à Moi, suivre, comme on dit. je voulais vous témoigner mon expérience qu'il y a 10 ans, avec le mouvement Démocratie réelle, on a essayé de faire quelque chose au niveau politique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative. On a fait des listes citoyennes pour les européennes en 2014 et, Oui, il y a eu certains, récemment et cer- beaucoup d'initiatives citoyennes qui se sont levées et qui, évidemment, n'ont pas pu prospérer. voilà, Évident. voilà. Et Le système est maintenant, je complètement pense qu'on, verrouillé. voilà, maintenant, je pense qu'on pourrait même plus faire ça et, C'est possible. C'est sûr que nous ne nous dirigeons pas vers les verts pâturages de la démocratie intégrale. Alors, je répète, notre système n'a jamais été démocratique, mais il est clair que maintenant, ça devient évident pour tout le monde, puisque les positions se sont durcies. oui. Et puis, ce n'est pas aux gens qui écrivent les règles de pouvoir à être au pouvoir, quoi. La Oui, Constitution, ça me rappelle le discours d'Étienne Chouard. tout à fait, mais c'est grâce à lui que je me suis réveillée, que j'ai fait de la politique en 2012-2013, voilà. Oui, Étienne Chouard a eu un rôle très important au moment justement du traité de Lisbonne, de réveil populaire, et pour ça, il faut vraiment le remercier de l'efficacité de ses prises de position. Exactement. Merci à vous. Merci Merci Coralie. beaucoup, Coralie. Sian Garde veut poser une question. À vous la parole. Super. D'abord, merci à la Revue Citoyenne pour cette émission très intéressante. Merci Madame pour votre présence. J'avais peut-être une question qui sort un peu du contexte, mais peut-être que ma question va être compliquée pour y répondre, mais il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est comment est-ce que la Révolution française s'est autoproclamée légitime de ce fait. En fait, j'ai jamais compris ça. La Révolution française, elle s'est pas autoproclamée légitime, elle a pris le contrôle par les armes. La D'accord, donc Révolution française, c'est beaucoup de terreur et beaucoup de combats. Enfin, donc en fait, il y a rien qui la rend légitime bon, finalement. la Révolution française, c'est comme toutes les révolutions colorées, elle s'est implémentée, elle s'est mise en œuvre sur des mécontentements réels qui existaient et qui avaient été exacerbés par le fait que les politiques libérales avaient commencé à être mises en œuvre avec la libéralisation des prix, etc. Plus des récoltes, de mauvaises récoltes, donc une grogne populaire réelle, largement alimentée et surinfectée par des apports de capitaux et de développement d'idéologie et le développement de contestations plus ou moins artificiellement, en tout cas exploitées. Voilà, c'est le modèle d'une révolution colorée, la Révolution française. D'accord, merci pour votre réponse. Merci, Sian Sian Garde. Garde. Merci. Tout à l'heure, il y avait Philippe Audit qui avait levé la main pendant que Valérie Bugot était en train de répondre à une des questions. Donc, je ne sais pas s'il souhaite intervenir maintenant. Bonjour, oui, on a eu l'occasion d'échanger dans le cadre d'un groupe d'entreprises qui se sont réunies, qui s'appelle Colantre. Moi, je suis référent pour le 49, donc c'est des sujets qu'on travaille depuis très longtemps. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur ce
ce que j'ai entendu et ce que j'entends un peu partout, je suis beaucoup sur Twitter, ce qui m'étonne, c'est le blocage intellectuel qu'on a par rapport aux lois actuelles. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'une loi, en fait, est inamovible. Comme lorsque vous parliez tout à l'heure de notre cher président qui se vote des lois d'amnistie pour le cas où il pourrait être jugé pour haute trahison. Moi, je rappelle toujours Pétain, disant, bon, attention, lui aussi, il a été jugé, et je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas plus insister maintenant sur le fait que les lois ne sont pas inamovibles et qu'elles changent pour peu que le peuple le souhaite? Oui, c'est le cadre du rapport de force que j'évoquais tout à l'heure. En fait, les lois n'ont jamais été aussi temporaires qu'elles le sont aujourd'hui, que celles d'aujourd'hui. Il y avait une sécurité juridique il y a quelques années, quelques décennies, qui est loin, qui n'existe plus aujourd'hui. Non, les lois ont jamais été aussi nombreuses et aussi incohérentes, aussi inconsistantes et aussi peu pérennes qu'elles le sont aujourd'hui. C'est un fait. Merci Oui. Philippe. Merci Philippe. Merci Il y a beaucoup. Christophe Galaudet qui à plusieurs reprises a souhaité parler. Je vous autorise. Christophe. Ah, Oui, c'est bon. bonsoir à tous, bonsoir André Bugot. J'habite auprès de Rennes, je suis un simple citoyen. Moi, je voulais juste parler du problème des médias qui sont verrouillés. Et c'est la non-connaissance des gens de la vérité fait qu'on est impuissant, quoi. Ça, Oui, absolument. Le problème médiatique est très important, mais ce n'est pas un problème en soi. C'est comme quand on parle de fiscalité, la fiscalité n'est pas un problème que l'on peut traiter de façon autonome. Le sujet des médias, c'est le sujet du contrôle capitalistique. Et le sujet du contrôle capitalistique, c'est le sujet finalement de l'entreprise de la participation. Si vous voulez changer les règles du jeu, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est passer au principe de la participation. Ce n'est pas pour rien que ce concept qui est né au XIXe siècle a systématiquement été enterré. Il a été combattu avec la dernière force par justement les forces au pouvoir. Et ça, ça date pas de Macron et ni de Sarkozy. Ça date du XIXe siècle. Donc le problème de quand le CNR a été mis en œuvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont nationalisé, ils ont pris des garanties pour que parce que l'état des lieux des médias était à peu près était similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises pour contrer ce phénomène. Mais vous le voyez bien, vous constatez par vous-même que ces mesures n'ont pas été pérennes. Pourquoi n'ont-elles pas été pérennes? Mais parce que le système, naturellement, reprend ses droits. Tant que vous ne changez pas l'accaparement technique par ceux qui détiennent les capitaux, vous ne pouvez rien changer. Vous ne ferez que des coups d'épée dans l'eau. Donc c'est soit un changement de paradigme et qui passe par une réorganisation, une réforme du statut des participants à l'entreprise, soit c'est du pipeau. Je suis d'accord. Pour y arriver, il y a la mobilisation locale, mais même là, on bute parce que il y a une non-connaissance des gens qui n'ont pas, et donc ils vont pas réagir. Oui. Et c'est un gros problème, quoi. Là, il y a quand même. Problème. On a été, alors là, je sais pas, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Les gens sont dans une bulle dystopique, totalement dans l'inconscience des réalités. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'ont même pas la capacité de chercher à comprendre. Ils sont dans un déni, une espèce de confort qui a été évidemment complètement mis en œuvre par les techniques d'éducation, de lavage de cerveau médiatique,
je sais pas, d'ingénierie sociale d'une façon générale, qui fait que les gens sont devenus très incapables de comprendre leur environnement. C'est vrai. Comme dit la Je Russie, constate beaucoup. la Russie, on est dans une réalité parallèle. Et Oui, mais parce que l'histoire a été falsifiée, parce que le confort aide à la paresse intellectuelle. Enfin, mais bon, tout ça se paye et se paye le prix fort. Plus on attendra, plus le prix sera élevé. Je suis comme vous, je constate la même chose et franchement, c'est sidérant. il y a essayé de trouver des pistes. Alors, je sais qu'il y a TVADP qui est une chaîne de TV, enfin, qui se fait une chaîne de télé, mais Internet. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est une chaîne de TV un peu comme Podemos en Espagne, et qui avait quand même fait évoluer les consciences. Bon, après, c'était un peu. Après, évidemment, le système se défendant, il ne va pas permettre outre mesure que nous le contestions sur son terrain. Donc j'ai envie de dire que pour lutter contre les forces que nous avons contre nous, qui sont des forces d'argent, hein, peut-être que le mieux c'est finalement le bouche à oreille, les vieilles méthodes traditionnelles qui ne sont pas aussi facilement contrôlables. En fait. Mais c'est vrai que je regardais ce matin sur Internet rapidement les articles de presse, les quotidiens, sur l'événement des casseroles qui a eu lieu hier soir. Et finalement, dans la presse écrite Internet, très peu de une sur les casseroles. C'était le Macron, 15 millions de vues. Enfin bon, bref. Autrement, je voulais juste une dernière chose. Vous ne pouvez pas lutter contre un adversaire avec les armes que lui-même a déployées. Il faut trouver d'autres. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu vent, dernière remarque, d'une plainte qui aurait été déposée à la Cour internationale de La Haye contre Emmanuel Macron pour haute trahison contre la nation, dernièrement? Alors, c'est un peu comme la question de tout à l'heure. J'ai vaguement entendu parler de ça, mais je n'ai aucun détail technique, pratique, juridique. Donc, je ne peux pas. Je peux rien dire sur ce sujet parce que je ne le connais pas en fait. J'ai juste entendu parler, mais ça suffit Ça pas marche. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Christophe. Bon, on va peut-être laisser la parole à Carmen. Hein. Carmen voulait poser une question. Comment se fait-il que personne, enfin personne de connu, je veux dire, ou personne parmi les hommes politiques, les hommes, les femmes, ceux qui comme vous, Marie, qui parlaient, qui communiquaient, pourquoi pas plus, enfin, je veux dire, personne prend position, une véritable position. Voilà, je cherchais le mot dans ma tête, je l'avais. Parce qu'il faut quand même prendre une position, mais je vois personne On prendre va des laisser répondre Valérie. Il y a des gens qui prennent position, mais le système est plus fort que des positions individuelles et de toute façon, tant que le système ne sera pas modifié dans son concept même, les prises de position n'auront pas d'effet, pas d'effet durable, pas d'effet intéressant pour les populations. Et sinon, on a constaté tous la même chose. Mais les gens ne sont pas conscients, n'ont pas encore le niveau de conscience leur permettant de comprendre les enjeux de ce qui se joue. Oui, je vois bien que les gens n'ont pas suffisamment pris conscience. On est Donc, très peu à avoir pris je vous invite à conscience. parler autour de vous et puis à essayer Oui. les yeux un Moi, maximum de gens. j'arrête pas de le C'est la faire. seule Ça, chose c'est qui sûr soit. que je suis quelqu'un qui prend position, qui parle, qui partage, voilà, je fais tout ce que je peux et en plus en 3 langues. Je suis d'origine roumaine, venue en France à l'âge de 13 ans, il y a 40 ans. Voilà, je me sens plus française que roumaine parce que j'ai vécu que 13 ans de ma vie là-bas. Cependant, j'ai vécu sous Ceausescu, régime communiste, tout ça. Donc, j'ai un petit peu, bon, déjà quand je suis arrivée en France et quand j'ai vu l'arrivée de Mitterrand et ce qui se fait, ce qui s'est de plus en plus, je suis pas contre le social, mais quand j'ai vu où vont les réformes et tout un tas de choses, j'ai dit on va vers le socialisme, vers le communisme, on va vers la dictature, on va vers quelque chose qui, enfin moi je l'ai vu à l'époque et j'avais quoi, 14, 15 ans, 16 ans. Oui, il y a beaucoup de témoignages on en est là. de Roumains comme vous qui ont vécu la dictature de Ceausescu et qui disent que on est dans un contexte très similaire, voire pire. Oui,
Oui, oui. Non, pire, Absolument. pire. Vous Moi, n'êtes je pas vous la l'assure, première pire. à me faire part de ça. Oui, oui, tout à fait. Merci Bon, beaucoup, c'était, Carmen. enfin, merci à vous et continuons tous à informer. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci. Carmen. Patrick Croisin souhaite poser une question. Vous m'entendez? On vous Oui. entend. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir, Patrick. ma question est la suivante. Est-ce que l'on peut considérer que la situation est identique dans les autres pays européens? Est-ce qu'ils sont dans la même situation que nous, d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, par rapport à ce que l'on vit? Est-ce que la situation est identique? Oui et non. Oui pour les tendances lourdes, non pour la mise en œuvre. Je pense que nous en France, on est un des pays les pires au monde. Je pense très honnêtement qu'on fait partie des pays les plus attaqués. Mais sur les principes et sur la marche générale, oui. Mais la mise en œuvre concrète sur le terrain est plus violente chez nous qu'ailleurs, qu'en Allemagne par exemple, ou qu'en Espagne. L'Angleterre, c'est difficile aussi, je pense, mais nous, on est particulièrement visés. Et comment vous expliquez ça? Si le wagon, la locomotive de cette plutocratie mondiale est finalement tous les paradis fiscaux avec la rampe de lancement de la City, la France est le wagon de tête de cette plutocratie mondiale. On ne peut pas le nier. Nous avons laissé se développer ce monstre à l'intérieur de nos institutions, y prospérer, et voilà. Nous avons été plus laxistes. Nous avons été plus laxistes que les autres, alors c'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Pas nécessairement plus laxistes, plus contrôlés. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Donc notre émission, excusez-moi, touche donc à sa fin. Merci Valérie du temps que vous avez consacré à répondre à toutes ces questions. Merci à vous, David. Merci Elisabeth de m'avoir invité. Merci Valérie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et nous vous rappelons également que n'hésitez pas à aller consulter le site Révoludroit, www.révoludroit.fr, le site donc de la réforme, du projet de réforme des institutions françaises que Valérie Bugot a construit. Et donc le lien défile en bas de votre écran. Et nous vous rappelons que le replay de ce direct sera disponible prochainement sur tous nos canaux. Merci beaucoup de votre participation. Merci encore Valérie. Merci Valérie. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.